Quand nous entendons le mot radiation, nous imaginons souvent une centrale nucléaire, des rayons X ou une matière radioactive. Pourtant, nous sommes entourés en permanence de radiations électromagnétiques. La lumière visible est une radiation. La chaleur infrarouge est une radiation. Le Wi-Fi, la radio, la télévision, le Bluetooth, la 4G et la 5G utilisent également des radiations. Mais toutes ces ondes sont-elles comparables? Un routeur Wi-Fi peut-il endommager notre ADN? Dormir près de son téléphone est-il dangereux? Et pourquoi les rayons ultraviolets du soleil peuvent-ils provoquer des cancers alors que les ondes radio, beaucoup moins énergétiques, font encore l'objet de débats? Pour répondre correctement, il faut comprendre trois choses. Premièrement, la fréquence de l'onde. Deuxièmement, la puissance réellement reçue par le corps. Et troisièmement, la durée de l'exposition. Une onde n'est donc pas dangereuse simplement parce qu'elle est appelée radiation. Son danger dépend de son énergie, de son intensité et de la manière dont elle interagit avec les tissus biologiques. Commençons par définir ce qu'est une onde. Une onde est la propagation d'une perturbation qui transporte de l'énergie. Les ondes sonores, par exemple, sont des ondes mécaniques. Elles ont besoin d'un milieu comme l'air, l'eau ou les tissus du corps pour se propager. Les ondes électromagnétiques sont différentes. Elles peuvent voyager dans le vide. Elles sont formées d'un champ électrique et d'un champ magnétique qui oscillent ensemble. Toutes les ondes électromagnétiques se déplacent dans le vide à la vitesse de la lumière, soit environ 300 millions de mètres par seconde. Ce qui les différencie principalement, c'est leur fréquence. La fréquence représente le nombre d'oscillations réalisées chaque seconde. Elle est mesurée en Hertz. Les fréquences les plus basses correspondent notamment aux champs produits par le réseau électrique à 50 Hertz en Europe. Viennent ensuite les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges, la lumière visible, les ultraviolets, les rayons X, puis les rayons gamma. La relation entre la fréquence et la longueur d'onde est simple. La longueur d'onde est égale à la vitesse de la lumière divisée par la fréquence. Prenons un signal Wi-Fi à 2,4 GHz. 2,4 GHz signifie 2,4 milliards d'oscillations par seconde. On divise environ 300 millions de mètres par seconde par 2,4 milliards par seconde. On obtient 0,125 mètres, soit une longueur d'onde d'environ 12,5 cm. Mais cette fréquence ne nous indique pas encore si l'onde peut provoquer un cancer. Pour cela, il faut s'intéresser à l'énergie transportée par chaque photon. Un photon est une quantité élémentaire d'énergie électromagnétique. L'énergie d'un photon est égale à la constante de Planck multipliée par la fréquence. Pour une onde Wi-Fi à 2,4 GHz, l'énergie d'un photon est d'environ 9,9 fois 10 puissance moins 6 électronvolts. Autrement dit, environ 0,00001 électronvolt. À l'autre extrémité du spectre, un photon ultraviolet ayant une fréquence de 3 millions de milliards de Hertz transporte environ 12,4 électronvolts. Le photon ultraviolet est donc plus d'1 million de fois plus énergétique que le photon Wi-Fi de notre exemple. Cette différence est fondamentale. Pour arracher directement un électron à un atome ou casser certaines liaisons moléculaires, il faut généralement une énergie de plusieurs électronvolts. Les rayons X et les rayons gamma possèdent largement cette énergie. Une partie des ultraviolets peut également provoquer directement des réactions photochimiques et endommager l'ADN. Ces radiations sont dites ionisantes ou suffisamment énergétiques pour produire des ionisations. Les ondes radio, les micro-ondes, les infrarouges et la lumière visible sont classés parmi les radiations non ionisantes. Un photon radio ne possède donc pas assez d'énergie pour casser directement une liaison de l'ADN comme le ferait un rayon X. Mais cela ne signifie pas qu'une onde radio ne peut jamais être dangereuse. Des milliards de photons peuvent transférer collectivement une quantité importante d'énergie à un matériau. C'est exactement ce qui se produit dans un four à micro-ondes. Le four utilise une fréquence proche de 2,45 GHz, très proche de certaines fréquences Wi-Fi. Mais il délivre plusieurs centaines de watts dans une enceinte métallique fermée. Un routeur Wi-Fi utilise une fréquence similaire, mais avec une puissance des milliers de fois plus faible. La fréquence seule ne détermine donc pas le danger. Un verre d'eau placé dans un four à micro-ondes chauffe rapidement. Le même verre placé à côté d'un routeur Wi-Fi ne chauffe pas de manière mesurable dans les mêmes conditions. La différence vient principalement de la puissance absorbée. Pour les radiofréquences, l'effet biologique solidement établi à forte exposition est l'échauffement des tissus. Lorsque le champ électrique traverse un tissu contenant de l'eau et des ions, il met en mouvement certaines charges électriques.
Une partie de l'énergie électromagnétique est alors transformée en chaleur. Pour mesurer cette absorption, les scientifiques utilisent le débit d'absorption spécifique, généralement abrégé DAS ou SAR en anglais. Le DAS représente la puissance absorbée par unité de masse. Il est exprimé en watts par kilogramme. Un DAS d'un watt par kilogramme signifie qu'un kilogramme de tissu absorbe une puissance d'un watt. Une formule simplifiée permet de comprendre son fonctionnement. Le DAS est égal à la conductivité électrique du tissu multiplié par le carré du champ électrique interne, puis divisé par la masse volumique du tissu. Prenons un exemple purement pédagogique. Supposons qu'un tissu possède une conductivité d'environ 1 Siemens par mètre, une masse volumique de 1000 kg par mètre cube, et qu'un champ électrique interne de 40 volts par mètre soit présent. Le carré de 40 est 1600. On multiplie 1600 par une conductivité de 1, puis on divise par 1000. On obtient un DAS de 1,6 watts par kilogramme. Il faut toutefois faire attention. Le champ électrique à l'intérieur du corps n'est pas nécessairement identique au champ mesuré dans l'air. Il dépend de la fréquence, de la forme du corps, de la position de l'antenne et des propriétés électriques de chaque tissu. C'est pourquoi les téléphones sont testés avec des dispositifs reproduisant les propriétés électriques de la tête et du corps humain. Les recommandations de l'ICNIRP, publiées en 2020, fixent pour le grand public une limite locale de 2 watts par kilogramme au niveau de la tête et du torse. Cette valeur est moyennée sur 10 grammes de tissu et sur une durée de 6 minutes. Pour le corps entier, la restriction est de 0,08 watts par kilogramme moyennée sur 30 minutes. Ces valeurs ne représentent pas la frontière exacte entre une exposition totalement inoffensive et une exposition immédiatement dangereuse. Elles incluent des marges de sécurité destinées à maintenir l'échauffement bien en dessous des niveaux associés aux effets thermiques nocifs connus. Faisons maintenant un calcul avec un téléphone hypothétique. Supposons que son DAS maximal annoncé soit de 1,2 watts par kilogramme, mesuré sur 10 grammes de tissu. 10 grammes correspondent à 0,01 kg. La puissance absorbée dans ces 10 grammes est donc égale à 1,2 multiplié par 0,01. Cela donne 0,012 watts, soit 12 milliwatts. Pendant 6 minutes, donc 360 secondes, l'énergie absorbée serait de 12 milliwatts multiplié par 360 secondes. On obtient 4,32 joules. Nous pouvons ensuite estimer une augmentation théorique de température. La capacité thermique d'un tissu riche en eau est approximativement de 3500 joules par kilogramme et par degré Celsius. L'augmentation de température est approximativement égale à l'énergie absorbée divisée par la masse du tissu, puis divisée par sa capacité thermique. 4,32 joules divisé par 0,01 kg, puis par 3500 donne environ 0,12 degrés Celsius. Ce calcul suppose qu'aucune chaleur ne quitte la région étudiée. Dans le corps réel, le sang, la conduction thermique et les tissus environnants évacuent une partie de cette énergie. L'augmentation réelle serait donc généralement différente et souvent plus faible. À la limite réglementaire de 2 watts par kilogramme pendant 6 minutes, le même calcul simplifié donne une augmentation théorique d'environ 0,21 degrés Celsius. Ce calcul ne remplace évidemment pas une simulation biologique complète. Il permet simplement de comprendre l'ordre de grandeur et la raison pour laquelle le DAS est utilisé. Pour une source éloignée du corps, comme une antenne ou un routeur, on utilise plutôt la densité de puissance. La densité de puissance est exprimée en watts par mètre carré. Dans un modèle idéal, une antenne qui rayonne également dans toutes les directions répartit sa puissance sur la surface d'une sphère. La densité de puissance est alors égale à la puissance rayonnée, divisée par 4 fois pi fois la distance au carré. Prenons un routeur dont la puissance isotrope rayonnée équivalente serait de 0,1 watt, soit 100 milliwatts. À 1 mètre de distance, la densité de puissance théorique est égale à 0,1 divisé par 4 fois pi fois 1 au carré. Le résultat est environ 0,008 watts par mètre carré. Pour les fréquences supérieures à 2 GHz, le niveau de référence de l'ICNIRP pour une exposition moyenne du corps entier du grand public est de 10 watts par mètre carré. Dans notre exemple idéal, la valeur à 1 mètre représente environ 0,08% de ce niveau. Elle est donc approximativement 1250 fois plus faible. À 20 cm, le même calcul donne environ 0,2 watts par mètre carré.
Cela représente environ 2% du niveau de référence de 10 watts par mètre carré. Et à 2 mètres, la densité devient 4 fois plus faible qu'à 1 mètre, car la distance est élevée au carré. Cette loi permet de comprendre pourquoi quelques dizaines de centimètres peuvent réduire fortement l'exposition. Mais ce calcul possède des limites. Très près d'une antenne, nous nous trouvons dans ce que les ingénieurs appellent le champ proche. Dans cette zone, la distribution du champ est plus complexe et la formule de la sphère idéale n'est pas toujours applicable. Pour un téléphone placé contre la tête, il est donc plus pertinent d'utiliser le DAS que la simple loi de l'inverse du carré. Il faut également tenir compte de la puissance réellement utilisée. Un téléphone adapte généralement sa puissance aux conditions du réseau. Lorsque la connexion est bonne, il peut transmettre avec une puissance plus faible. Lorsqu'il capte mal, il peut devoir augmenter sa puissance. Parlons maintenant de la 5G. La 5G utilise plusieurs bandes de fréquences. Certaines sont proches de celles déjà utilisées par la 4G. D'autres, appelées ondes millimétriques, utilisent des fréquences plus élevées. Une fréquence plus élevée ne signifie pas automatiquement que l'onde est plus cancérigène. Les fréquences 5G restent non ionisantes. Lorsque la fréquence augmente au-delà de plusieurs gigahertz, l'énergie pénètre généralement moins profondément dans le corps et est davantage absorbée par la peau et les tissus superficiels. Pour les fréquences supérieures à 6 GHz, les recommandations utilisent donc notamment la densité de puissance absorbée à la surface plutôt que le DAS local classique. Le principal risque connu à forte puissance reste l'échauffement local. Cela ne signifie pas que toutes les questions scientifiques sont définitivement réglées. Les technologies, les modulations, les expositions cumulées et les fréquences utilisées évoluent. Des recherches restent nécessaires, notamment sur les expositions longues et certaines nouvelles bandes de fréquences. Que disent alors les études sur le cancer ? En 2011, le Centre international de recherche sur le cancer, une agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé les champs électromagnétiques de radiofréquence dans le groupe 2B, c'est-à-dire peut-être cancérogène pour l'être humain. Cette classification indiquait qu'un lien était considéré comme possible, mais que les données humaines étaient limitées et que le hasard, certains biais ou d'autres facteurs ne pouvaient pas être exclus. Il est important de distinguer le danger théorique du risque réel. La classification du Centre international de recherche sur le cancer identifie la possibilité qu'un agent provoque un cancer dans certaines circonstances. Elle ne précise pas automatiquement le risque associé à une exposition quotidienne particulière. En 2018, le National Toxicology Program américain a publié une grande étude menée sur des rats et des souris. Les animaux étaient exposés pendant une grande partie de leur vie à des radiofréquences comparables à celles utilisées par les réseaux 2G et 3G. Chez les rats mâles fortement exposés, les chercheurs ont rapporté des preuves claires d'une association avec certains schwannomes malins du cœur, ainsi que certaines indications concernant des gliomes du cerveau. Les résultats étaient moins clairs chez les femelles et chez les souris. Ces expériences ne peuvent pas être directement assimilées à l'utilisation normale d'un téléphone. Les animaux recevaient une exposition du corps entier pendant de longues périodes et dans des conditions contrôlées très différentes de l'exposition localisée d'un utilisateur humain. En 2025, une revue systématique d'études animales publiée dans la revue Environment International a considéré que les données animales fournissaient un niveau élevé de certitude concernant une augmentation des gliomes et des schwannomes cardiaques chez les rats mâles dans certains protocoles expérimentaux. Les auteurs ont cependant souligné qu'il restait très difficile d'extrapoler ces résultats aux risques humains, notamment en raison des différences de dose, d'exposition, de métriques et de mécanismes biologiques. Du côté des études humaines, les résultats récents sont plutôt rassurants. Une revue systématique publiée en 2024 dans Environment International a regroupé les principales études observationnelles disponibles. Elle n'a pas observé d'augmentation du risque de gliome, de méningiome, de neurinome acoustique, de tumeurs de l'hypophyse ou de tumeurs des glandes salivaires chez les utilisateurs de téléphones mobiles. La cohorte internationale Cosmos, qui comprend plus de 250 000 participants, n'a pas non plus trouvé d'association entre le nombre cumulé d'heures d'appel et le risque de gliome, de méningiome ou de neurinome acoustique. Même après plus de 15 années d'utilisation, les auteurs n'ont pas observé d'augmentation statistiquement démontrée de ces tumeurs. La conclusion scientifique la plus honnête est donc nuancée. Les radiofréquences peuvent clairement être dangereuses lorsqu'elles sont suffisamment puissantes pour provoquer un échauffement important.
C'est le cas à proximité de certains radars, d'antennes professionnelles puissantes, d'équipements industriels ou médicaux lorsque les procédures de sécurité ne sont pas respectées. En revanche, les études humaines disponibles ne montrent pas actuellement d'augmentation convaincante du risque de cancer lié à l'utilisation normale des téléphones ou à l'exposition environnementale aux antennes. Les résultats de certaines études animales justifient toutefois la poursuite des recherches. En 2026, la classification 2B du Centre international de recherche sur le cancer demeure en vigueur et l'évaluation générale actualisée de l'Organisation mondiale de la santé est encore en préparation. Comparons maintenant les radiofréquences aux autres parties du spectre. Les champs de très basse fréquence, comme ceux du réseau électrique à 50 Hz, ne chauffent généralement pas les tissus au niveau environnementaux courants. À forte intensité, ils peuvent cependant induire des courants électriques capables de stimuler les nerfs et les muscles. Les infrarouges produisent principalement de la chaleur. Une source infrarouge très puissante peut brûler la peau ou endommager les yeux. La lumière visible est indispensable à la vision, mais un laser suffisamment puissant peut concentrer son énergie sur une très petite zone de la rétine et provoquer une lésion irréversible. Les ultraviolets sont beaucoup plus préoccupants dans la vie quotidienne. Ils peuvent provoquer des coups de soleil, des lésions de l'ADN, un vieillissement prématuré de la peau, des atteintes oculaires et des cancers cutanés. Pour une grande partie de la population, l'exposition solaire représente donc un danger électromagnétique beaucoup mieux établi que l'exposition au Wi-Fi. Les rayons X et les rayons gamma sont ionisants. Ils peuvent arracher des électrons, créer des radicaux libres et endommager directement ou indirectement l'ADN. À faible dose, ils augmentent principalement le risque statistique de cancer. À dose très élevée, ils peuvent provoquer des brûlures, des lésions d'organes ou un syndrome aigu d'irradiation. Cela ne signifie pas que les examens radiologiques doivent être refusés. Lorsqu'un examen est médicalement justifié, son bénéfice diagnostique peut être largement supérieur au risque associé à la dose. Alors, faut-il avoir peur de son téléphone ou de son routeur ? Les connaissances actuelles ne justifient pas de paniquer devant les expositions ordinaires, respectant les limites réglementaires. Il est toutefois possible de réduire facilement son exposition sans tomber dans la peur. Pour les appels longs, on peut utiliser le haut-parleur ou un kit main libre. On peut éviter de maintenir inutilement un téléphone en communication contre le corps lorsque le signal est très mauvais. On peut également éloigner légèrement les appareils sans fil des lieux où l'on reste immobile pendant plusieurs heures. La distance constitue une mesure simple, gratuite et physiquement efficace. Il n'est en revanche pas nécessaire d'acheter des autocollants prétendument capables de neutraliser les ondes. Certains accessoires mal conçus peuvent même perturber la connexion et pousser le téléphone à augmenter sa puissance d'émission. Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque ou d'un défibrillateur implantable doivent également respecter les recommandations du fabricant concernant la distance avec les téléphones, les écouteurs et les appareils contenant des aimants puissants. Dans ce cas, le principal problème n'est pas le cancer, mais une éventuelle interférence électromagnétique avec le dispositif médical. Retenons finalement 4 idées. Premièrement, toutes les radiations ne sont pas équivalentes. Deuxièmement, les ondes radio ne possèdent pas assez d'énergie par photon pour ioniser directement l'ADN. Troisièmement, leur effet connu à forte puissance est principalement thermique et le risque dépend de la puissance absorbée, de la distance et de la durée. Et quatrièmement, les données humaines actuelles sont globalement rassurantes, même si certains résultats expérimentaux justifient de continuer les recherches. La science ne consiste ni à affirmer que toutes les ondes sont dangereuses, ni à prétendre qu'une technologie ne pourra jamais présenter aucun risque. Elle consiste à mesurer les expositions, identifier les mécanismes possibles, comparer les résultats et adapter les recommandations lorsque de nouvelles données solides apparaissent. Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner et à laisser un petit like. Merci et à bientôt.